Une petite jeune femme avec une hématurie, une protéinurie lors d'un dépistage et à l'interrogatoire, les épisodes d'hématurie macroscopique indolore lors d'angine ou d'otite et il y a une créatinine à 122 micromoles. Donc la maladie de Berger, il faut vraiment la connaître. C'est hyper fréquent, on en voit tout le temps. Et voilà, faut bien la connaître. Et en plus, je pense qu'on doit pouvoir... Enfin, ça doit pouvoir faire des jolis dossiers pour l'internat. On ne tire pas dans les coins. En plus, il n'y a pas trop de choses à connaître. C'est-à-dire qu'il faut juste savoir si c'est des hématuries macroscopiques récidivantes, à quelle lésion histologique ça correspond. Le traitement spécifique, il n'est pas du tout codifié, donc vous n'allez pas le connaître. Donc, il y a le traitement néphroprotecteur que vous avez pris une bonne fois pour toutes, et voilà. Donc, c'est assez sympa la maladie de Berger. Je pense qu'il ne faut pas tomber en rade juste sur cet élément. Il y a des hématuries macroscopiques récidivantes. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous devez savoir que c'est la maladie de Berger, et voilà. L'autre diagnostic qui donne les hématuries macroscopiques récidivantes, c'est le syndrome d'Alport, qui est une maladie d'origine génétique. Mais voilà, si c'est lors des épisodes infectieux, normalement c'est une maladie de Berger. Alors, donc ce qu'on suspecte, c'est facile, c'est une maladie de Berger. Voilà, donc juste pour que vous sachiez qu'on voit un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on a des hématuries macroscopiques récidivantes, on suspecte une maladie de Berger, surtout si c'est lors des épisodes infectieux ORL. Vu de l'autre côté, quand on a une maladie de Berger, qu'est-ce qu'on peut avoir comme atteinte? On peut avoir effectivement les classiques hématuries macroscopiques récidivantes lors des infections ORL, mais ce n'est pas du tout la seule chose qu'on peut avoir. On peut avoir une hématurie microscopique, soit intermittente, soit permanente à bas bruit. On peut avoir une petite protéinurie qui traîne, qu'on dépiste en médecine du travail. On peut avoir une insuffisance rénale qui progresse. Il y a des gens qui sont dialysés à cause d'une maladie de Berger. Donc malheureusement, toutes les maladies de Berger n'ont pas les hématuries macroscopiques récidivantes parce que ça serait vachement plus simple. C'est sûr que quand un jour on se met à pisser du sang, on va voir son médecin, normalement il y pense, il en adresse au néphrologue, on fait le diagnostic, on fait un traitement précoce. Malheureusement, c'est souvent une maladie qui touche les gens jeunes, qui n'ont pas la chance d'avoir ces hématuries macroscopiques récidivantes, donc qui ne consultent pas, qui ne sont pas dépistés parce que personne pense à tremper une bandelette dans les urines, et puis un jour on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, et ils ont 500 de créate et c'est fouchu, quoi. Donc voilà, il faut... c'est l'autre versant sur qu'est-ce que ça peut donner comme atteinte. Est-ce que quand on dit maladie de Berger, il faut dire que c'est une néphropathie à IgA primitive, à la différence des néphropathies à IgA secondaires, de la cirrhose, du purpura rhumatoïde et compagnie? Oui, tu mets le terme classique, c'est glomérulonéphrite à dépôt mésangio d'IgA primitive. Ouais. Voilà. Mais maladie de Berger, normalement, ça marche aussi, hein, on est franchouillard. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne la maladie de Berger? Donc, on va mettre Berger. Donc, comme d'hab, hein, c'est pas très bien dessiné, vous m'en voudrez pas. Voilà. Donc, la maladie de Berger, ça touche, comme son nom complet l'indique, des glomérulonéphrite à dépôt mésangio d'IgA, ça touche le mésangiome. Donc je vous rappelle, le mésangiome, c'est ça, c'est le tissu de soutien des capillaires glomérulaires qui évite que ça se rétracte, voilà, comme un petit ballon là. Donc il y a dans le mésangiome des dépôts, donc des dépôts, c'est voilà, qui à l'étude en immunofluorescence sont de l'IgA. Et il peut aussi y avoir une prolifération mésangiale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une cellularité normale, on a plein de cellules. Mais que dans le mésangiome. Voilà. Ça, c'est la maladie de Berger. Dépôt mésangiaux d'IgA et prolifération mésangiale. Dans certains cas rares, ça se... Mais retenez pas ça, c'est juste pour vous, retenez ça. Et dans certains cas rares, il peut aussi y avoir des cellules en extracapillaire. Mais retenez pas. Retenez dépôt et prolifération mésangiale. Voilà. Alors, donc on demande ce qu'on retrouve à l'histologie. L'histologie, on retrouve des dépôts mésangiaux, parfois une prolifération mésangiale, et à l'immunofluorescence, ces dépôts, c'est de l'IgA. Quel traitement on instaure?
Alors, le traitement néphroprotecteur, on ne va pas se le refaire une 20e fois. Donc, le traitement néphroprotecteur, je pense que ça va finir par rentrer. Hein. Vous n'oublierez pas le traitement de néphroprotecteur dans l'insuffisance rénale chronique et dans les néphropathies. Alors, il y a un traitement spécifique juste pour vous qui est discuté. Ça dépend des pays, ça dépend de taux de créate, ça dépend de plein de choses. Il y a des pays où on donne des huiles de poisson pour traiter la maladie de Berger. Il y a des pays où on fait une abdominectomie en disant si on fait plus d'angine, il y aura moins de poussée, voilà. Et il y a des pays où on donne des corticoïdes sous certaines conditions. En pratique, apprenez pas ça. Apprenez, le traitement spécifique sera à discuter avec quelqu'un qui connaît bien. Voilà. Mais vous n'avez pas à le savoir, je pense. Et pour l'insuffisance rénale chronique, faudra, comme d'habitude, préserver le capital veineux, dépister et traiter l'anémie, les troubles du métabolisme phosphocalcique, l'acidose, l'hypercalémie, etc. Les facteurs de mauvais pronostic de la pathologie. Alors en fait, comme la maladie de Berger c'est fréquent et qu'à mon avis c'est tombable, je vous ai mis les facteurs de mauvais pronostic parce qu'en plus ils ne sont pas trop casse-pieds à retenir. En fait, ils sont très logiques. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais eu d'hématurie macroscopique, c'est de mauvais pronostic. En fait, c'est logique. Si vous n'avez jamais eu d'hématurie macroscopique, vous n'avez jamais consulté votre médecin en disant j'ai un problème rénal. Et donc quand on se rend compte que vous en avez un, c'est hyper tard et vous n'êtes pas pris en charge précocement. Voilà. Parce que les mesures de néphroprotection, quand même, ça permet bien de ralentir, voire d'arrêter la progression de la maladie. Si vous avez une protéinurie élevée ou une hypertension artérielle, c'est de mauvais pronostic. Voilà, c'est logique aussi, hein, on sait que c'est des facteurs de progression des maladies rénales. Si quand on fait la biopsie, c'est plein de fibrose, c'est-à-dire les glomérules ont disparu, les tubules ont disparu et à la place, il y a une matrice extracellulaire verdâtre qui a été sécrétée. C'est normal, ça ne marche pas, ça ne peut pas servir comme un rein, c'est de mauvais pronostic. Voilà. Et sinon, il y a le sexe masculin aussi qui est de mauvais pronostic, ça c'est pas complètement intuitif, mais voilà. Voilà. On arrive au quiz. Enfin, donc le quiz, toujours la même chose. C'est des petites questions ciblées sur des dossiers que je n'ai pas pu vous faire, mais que j'aurais adoré vous faire. Et pour essayer de vous en sortir si vous avez un dossier sur cette question. Pareil, à mon avis, très réutilisable en sous-colle. Donc la définition d'une hématurie, on a vu tout à l'heure, vous n'emmêlez pas les pinceaux entre les millimètres cubes et les millilitres. Voilà, plus de 10,4 par les millilitres. Alors, il y a la grande question toujours quand un patient a une hématurie en particulier, enfin que ce soit microscopique ou macroscopique, c'est chez qui on l'envoie? Le neurologue, l'urologue ou le néphrologue? Voilà, parce qu'il y a des hématuries qui sont d'origine urologique, les lithiases, les cancers, et il y a des hématuries qui sont d'origine rénale, donc parenchymateuse, c'est-à-dire ces glomérules qui dysfonctionnent et qui laissent passer des globules rouges alors qu'il ne fallait pas. Donc, il faut savoir un peu vers quoi on commence. Est-ce qu'on commence par une biopsie rénale en disant c'est un syndrome glomérulaire, il faut le biopsier, il doit y avoir une maladie, je sais pas, une maladie de Berger ou autre derrière, ou est-ce qu'on commence par un uroscanner, une cystoscopie, etc., en disant c'est sûr, ce monsieur a une tumeur vésicale ou urothéliale. Bon, donc il faut savoir, il y a des arguments en faveur d'une origine parenchymateuse, donc c'est-à-dire on l'envoie chez le néphrologue, et il y a des arguments en faveur d'une origine urologique, on l'envoie chez l'urologue. Donc parenchymateuse, donc déjà c'est une hématurie totale, hein, c'est logique. Vous savez que les hématuries urologiques, en fonction de l'endroit où est située la zone qui saigne, ça peut être une hématurie initiale, terminale ou totale, mais quand c'est une hématurie d'origine rénale, c'est forcément total. Ensuite, il est fréquent de voir des cylindres hématiques ou des hématies déformées. En fait, on regarde les urines au microscope, et les cylindres hématiques, c'est parce que les hématies, elles sont passées dans les tubules, et elles se sont collées les unes aux autres dans cette conformation-là. Et ce qu'on voit dans les urines, c'est le moule des tubules rénaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle les cylindres hématiques. S'il y a des cylindres hématiques, c'est sûr, c'est d'origine parenchymateuse glomérulaire et il faut envoyer chez le néphrologue. Les hématies déformées, c'est pareil. Une hématie, c'est quand même assez gros pour un tubule rénal, donc elle passe en jouant des coudes et il peut arriver qu'à l'arrivée, elle soit un peu... elle a une drôle de tête, quoi. C'est une hématie qui est passée dans un tubule et normalement, les gens qui ont l'habitude savent reconnaître ça. Ça se fait par quel examen? C'est la cytologie, le CBU, c'est quoi exactement? Tu demandes une cytologie urinaire et tu précises en fait, avec recherche de cylindres hématiques. Voilà. Sinon, ils te font qu'une numération, ils ne regardent pas au microscope. Mais si tu as envie qu'ils regardent au microscope, tu précises. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si jamais il y a une protéinurie associée,
normalement, c'est d'origine glomérulaire. Alors, le piège, c'est que si vous avez une hématurie macroscopique, il y aura des protéines dans les urines. Hein, si vous avez une tumeur vésicale qui saigne, eh ben, forcément, dans les urines, il y a des protéines. Donc, ce qui est mieux, si c'est possible, c'est de mesurer la protéinurie en dehors des épisodes d'hématurie. Si vous avez une protéinurie qui persiste alors qu'il n'y a plus d'hématurie, c'est que c'est d'origine glomérulaire. Et la dernière chose, c'est si vous avez une insuffisance rénale, il y a des fortes chances que pour que l'hématurie que vous observiez, elle soit d'origine rénale. Ensuite, les arguments en faveur de l'origine urologique de l'hématurie. C'est facile. Si vous avez des caillots, normalement ça ne caillote pas l'hématurie néphrologique. Donc si vous avez des caillots, de la fièvre ou des douleurs lombaires, c'est d'origine uro. Donc à ce moment-là, on change complètement. On ne va pas lui faire une biopsie, le pauvre, on va tout de suite vers uroscan, cysto, etc. Ensuite, la hyalinose segmentaire et focale. Je n'ai pas pu faire un dossier d'HSF, mais c'est vachement important quand même. Donc on va se faire l'HSF et après, normalement, c'est la dernière néphropathie que je vais vous dessiner brillamment de la sorte. Alors, l'HSF. C'est important parce que on peut schématiser en disant que l'HSF, donc hyalinose segmentaire et focale, c'est l'encrassement des glomérules. C'est-à-dire, toute néphropathie, quelle qu'elle soit, quand il y a une diminution du débit de filtration glomérulaire, les glomérules qui restent vont travailler 2 fois plus. Et donc, ils vont s'encrasser 2 fois plus. Et toute néphropathie, quelle qu'elle soit, a des lésions de hyalinose segmentaire et focale à la fin. C'est-à-dire les derniers vaillants qui ont travaillé pour essayer de filtrer quand même, bien que tous les copains soient morts à côté, ceux-là, ils présentent des lésions d'HSF. Et c'est pour ça que la présence d'une protéine, quand un patient arrive en insuffisance rénale terminale, il peut pisser 2 grammes par jour de protéinurie, ça ne renseigne pas sur le mécanisme. Ça ne veut pas dire que sa néphropathie initiale est une glomérulopathie. Il peut avoir eu une néphroangiosclérose, mais à la fin, il a des lésions de hyalinose segmentaire et focale qui se greffent parce que les glomérules qui restaient, ils sont très fatigués, donc ils se sont encrassés, et c'est eux qui sont responsables de la protéinurie. Donc c'est aspécifique en fait. Souvent, la hyalinose segmentaire et focale, on se demande si elle est primitive, si c'est ça responsable de la maladie ou si ça s'est greffé sur un autre problème. Donc, on y va pour le dessin de la hyalinose segmentaire et focale. Courage. Alors, les capillaires, les cellules mésangiales, la membrane basale glomérulaire, les podocytes. Ok, donc segmentaire et focale, qu'est-ce que ça veut dire? Segmentaire, ça veut dire, je vais le marquer, segmentaire, c'est une partie du glomérule. Focale, ça veut dire pas tous les glomérules. Donc, c'est une atteinte qui ne touche pas l'ensemble du glomérule, ça touche un petit bout de glomérule, et ça ne touche pas tous les glomérules. Il y en a des atteints et il y en a des pas atteints. Et alors, les lésions de hyalinose segmentaire et focale, en fait, ils se forment dans le flocculus des zones avec des dépôts hyalins, des zones scléroses avec des dépôts hyalins. Donc, on a dit que ce n'était pas tout le glomérule, donc par exemple, c'est ça. Et éventuellement, ça peut conduire à ce qu'on appelle une synéchie floculo-capsulaire. Ça veut dire qu'il y a un dépôt et que ça fait coller. Donc normalement, mon dessin il est toujours un peu foireux, mais normalement c'est le pôle vasculaire ça. Donc là, le floculus il est attaché au glomérule, mais normalement le reste est libre, c'est la chambre urinaire. Quand il y a des cellules là-dedans, c'est une glomérulonéphrite extracapillaire. Et quand en fait le floculus se retrouve attaché à la capsule de Bowman en dehors du pôle vasculaire, c'est comme ça par un matériel hyalinien, c'est une synéchie floculo-capsulaire et c'est un des signes de hyalinose segmentaire et focale. Voilà, et donc à côté de ça, vous en avez des tout contents qui vont parfaitement bien. Sauf si c'est une hyalinose segmentaire et focale secondaire sur des reins malades, fatigués, et donc à ce moment-là, les autres sont morts et les restants sont comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit connaître comme cause de hyalinose segmentaire et focale? Donc, ce que je vous ai dit, les vaillants qui ont une hyalinose segmentaire et focale, c'est ce qu'on appelle la réduction néphronique. C'est la hyalinose segmentaire dite de réduction néphronique. Toute néphropathie qui conduit à une baisse du débit de filtration glomérulaire peut donner des lésions de hyalinose segmentaire et focale.
Ensuite, l'un des classiques, c'est le VIH. Vous avez dû entendre parler d'une néphropathie qui s'appelle l'IVAN. Alors, le VIH, ça peut donner plein de types d'atteintes rénales. L'IVAN, c'est HIV Associated Nephropathy. Voilà. Et en fait, c'est l'atteinte rénale du VIH la plus fréquente, c'est le sujet noir. On n'en trouve quasiment jamais, c'est le sujet blanc. Et c'est une HSF secondaire au VIH chez le sujet noir. Voilà. Sinon, il y a, bien sûr, idiopathique. Toujours. Ça marche à tous les coups, hein, ça. Et il y a le reflux vésico-urétéral. Et alors, dans la réduction néphronique, il y a un petit copain qui est l'obésité. Retenez-le en vous disant que les pauvres glomérules qui travaillent pour un gros monsieur, ils sont un peu insuffisants, quoi. C'est comme s'ils avaient perdu leurs copains, ils ne sont pas beaucoup, ils travaillent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à filtrer pour un gros monsieur, et donc c'est l'équivalent de HSF de réduction néphronique. Voilà, donc ces causes-là, elles sont à connaître. Ça en fait pas trop, ça fait 4. Alors, ensuite, on va parler un petit peu de la PBR. Donc, les contre-indications de la PBR par voie percutanée. Est-ce que quelqu'un les connaît ? Il y a les troubles de la crasse sanguine. Ouais, troubles de l'hémostase. Il y a le patient obèse. Oui. La position en décubitus ventral impossible. Oui, si tu veux. Oui, rein unique, très bien. Alors, les plus importants, en fait. Effectivement, le patient obèse, si tu veux, c'est pas une contre-indication au sens il va lui arriver un truc horrible par rapport à l'autre patient, c'est juste que tu vas galérer et que tu vas pas y arriver à attraper le rein dans le... Voilà. Mais c'est pas... ça se tente, quoi. C'est pas le truc qui va le tuer. Par contre, il y a des choses qui vont le tuer. L'HTA non contrôlé, ça va le tuer. Tu as une HTA non contrôlée, tu fais une biopsie rénale, et hop, l'hypertension pousse sur le caillot qui vient juste de se constituer, bam, hématome, néphrectomie, prison. Voilà, donc HTA, prison, c'est pas une blague. Hein. Si tu fais une PBR à quelqu'un qui a 20 de tension et qui fait un hématome, prison. Bon. Ou autre, mais voilà. Donc, trouble de l'hémostase, HTA non contrôlé, rein unique. La logique du rein unique, c'est que si jamais il fait un hématome et qu'on est obligé de faire une néphrectomie, on a quand même mis en dialyse complètement anurique, sans aucune fonction rénale résiduelle, enfin, c'est pas très sympa. Et infection urinaire non contrôlée aussi, parce qu'on peut disséminer par voie hématogène en fait en piquant, et voilà, s'il y a des urines infectées, on peut infecter. Donc ça, c'est les 4 grandes contre-indications à savoir. Les tumeurs rénales, non ? Alors les tumeurs rénales, effectivement aussi. Bon, logiquement, tu n'y vas pas, mais oui. Et puis aussi, si tu as un tout petit rein, absolument minus, de 8 cm, tu n'y vas pas non plus. Mais voilà. Les indications de la PBR, ça c'est important. Quand est-ce qu'on fait une PBR ? Toutes les néphropathies glomérulaires, sauf si voilà, donc il y a un diagnostic présomptif possible. Voilà, donc toutes les néphropathies glomérulaires, sauf diabète sous certaines conditions, et éventuellement néphropathie familiale, amylose, voilà. Bon. D'autres choses ? Ou chez l'enfant, oui, dans certains cas. Ouais. Alors, comme on est quand même... Parce qu'en fait, je vous ai... Bon, forcément, hein, c'est glomérulopathie. Mais si on revient au tableau de la conf de tout à l'heure, on avait vu que dans les insuffisances rénales, donc nous, on a beaucoup parlé des insuffisances rénales glomérulaires. Comme vous avez pu voir la grande diversité que ça représente, c'est logique qu'il nous faille une histologie pour s'orienter, pour traiter, etc. Je vous avais dit, les nécroses tubulaires aiguës, c'est pas très classe de les biopsier, parce que le contexte est évident, ça peut être que ça, et de toute façon, le seul traitement, c'est d'attendre. Bon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, autant l'hydratation prévient la nécrose tubulaire aiguë, pas dans tous les cas, mais c'est un bon moyen de prévenir. Autant quand le patient a fait la nécrose tubulaire aiguë, ça ne sert à rien de le remplir comme un bœuf. Parce qu'on voit tous ça. C'est-à-dire, dans n'importe quel service, le patient qui a un scanner puis qui commence à monter sa créate et à plus pisser, on dit « Ah bah oui, il faut l'hydrater ». Alors on l'hydrate. Bah, ça ne guérit pas la nécrose tubulaire aiguë. Par contre, s'il est anurique, c'est un bon moyen de le mettre en OAP. Donc, merci de ne pas remplir. Il faut garder une volémie normale. Voilà, il ne faut pas qu'il soit tout déshydraté parce que ça va perpétuer la nécrose tubulaire aiguë, mais il ne faut pas non plus qu'il soit plein comme un œuf, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit bien. Bref, donc
on ne biopsie pas normalement les nécroses tubulaires aiguës, sauf si on s'était dit que c'était une nécrose tubulaire aiguë, puis si au bout de 3 semaines, ça n'a toujours pas récupéré, on va quand même vérifier. Mais normalement, on ne biopsie pas. Les néphropathies interstitielles, on biopsie normalement. Et néphropathie vasculaire, ça dépend des cas. Donc, en pratique, dans l'autre sens, parce qu'évidemment, le patient n'arrive pas en disant « Bonjour, j'ai une néphropathie interstitielle, merci de me biopsier ». Donc, dans l'autre sens, on biopsie le syndrome glomérulaire, sauf blablabla, toute insuffisance rénale aiguë organique dont la cause n'est pas clairement une nécrose tubulaire aiguë. Donc, si le contexte est très évocateur, hospitalisé en réa, scan injecté, état de choc, voilà, et puis rien dans les urines, ok, on ne biopsie pas. S'il y a une atypie, il y a une protéinurie, c'est bizarre, il n'a jamais fait d'épisode hypotensif, on ne lui a pas donné de médicaments méchants et puis il ne pisse plus, on biopsie. Et la dernière raison, c'est toute insuffisance rénale chronique, dont la cause n'est pas complètement évidente si les reins permettent la biopsie, c'est-à-dire s'ils ne sont pas complètement atrophiés. Ça, c'est le troisième cas de figure. Ça arrive à des patients à qui on fait une créate de dépistage, vous avez 130 de créate, il n'y a rien de très clair, mais en même temps, le patient n'est pas hypertendu, il n'est pas diabétique. Voilà, si la taille des reins le permet, évidemment, on va aller voir pour le cas où on tombe sur quelque chose de traitable. Voilà. Ok, donc comme j'ai envie d'enfoncer le clou, si vous êtes néphrologue, quelles données devez-vous avoir en main pour faire une PBR? Donc on a déjà vu, donc la clinique c'est la température et la pression artérielle. Merci de surtout ne pas oublier l'hypertension artérielle parce que c'est vraiment un bon moyen de plier ces patients. Donc température, pression artérielle. Et en paraclinique, donc le CBU pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection urinaire, le bilan d'hémostase donc qui confond un UM, TP, TCA. On fait un temps de saignement systématique avant les biopsies rénales par voie percutanée parce qu'on est tellement stressé de l'hématome qu'on ne se contente pas de NUM, TP, TCA et aussi parce que l'insuffisant rénal chronique, je vous ai dit qu'il a une thrombopathie à cause des toxines urémiques et ça ne se détecte ni sur le TP, ni sur le TCA, ni sur la NUM. Par contre, ça se détecte sur le test in vivo des plaquettes, qui est le temps de saignement. On voit qu'il saigne, ça ne s'arrête pas. C'est parce que les plaquettes sont malades à cause des toxines urémiques, mais ça ne se voit pas aux autres examens. Donc on fait systématiquement un temps de saignement. On fait un bilan pré-transfus, groupe Rhésus-RAI, parce que s'il se met à saigner la rage juste avant c'est comme pour un bloc, on ne va pas commencer à dire « Ah tiens, il faudrait le prélever, voilà, c'est dommage, le labo est fermé, bon, mais ça serait bien d'avoir du sang quand même. » Donc on l'a avant, et l'échographie rénale, je vous ai dit, absolument essentielle pour être sûr que vous biopsiez par un rein atrophique, une tumeur, un rein dilaté, un rein unique, voilà. Ensuite, pour n'importe quelle néphropathie glomérulaire, quels sont les grands types de causes? Ça, on a vu. Les grandes causes de glomérulonéphrite extracapillaire. Alors ça, j'ai pas fait un peu à dessin, de glomérulonéphrite extracapillaire, où est-ce qu'elle est? Là, à la limite. Donc je vous rappelle, c'est quand il y a un croissant dans la chambre urinaire, c'est la plus grande joie des néphrologues. Les glomérulonéphrites extracapillaires, c'est la fête, on trouve des belles maladies, etc. C'est pas très fréquent. C'est sur des maladies compliquées. Donc je pense que vous aurez forcément au moins un dossier en D4, et puis il y a plein de dossiers qui traînent, parce que justement on a tendance à faire que des dossiers comme ça, alors que moi je pense qu'il faut vous faire aussi des dossiers de base sur les trucs pas très sexy, genre la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, mais important, parce que si vous êtes généraliste, vous aurez à prendre en charge ça, et l'extra-capillaire, ça ne sera pas pour vous. Voilà, chacun ses petits plaisirs. Et donc j'ai juste mis dans un quiz, mais bien sûr c'est un peu plus important que ça, je vous rappelle juste les 3 grands types. Il y a les anticorps antimembrane basale glomérulaire qui donnent un syndrome de Good-Pasture. Donc en fait, ça donne un syndrome pneumorénal avec une glomérulonéphrite extracapillaire et des hémorragies alvéolaires parce qu'il y a un épitope commun qui est reconnu entre le poumon et le rein par les anticorps antimembrane basale glomérulaire. Il y a les vascularites en K, donc Wegener et micropolyangéite qui peuvent donner des extracaps. Et après, il y a des dépôts de complexes hymen circulants dans d'autres cas de maladies. Donc le lupus, le purpura rhumatoïde, la maladie de Berger, je vous avais dit, dans certains cas, ça peut donner des atteintes extracapillaires, l'endocardite, voilà, tout ça, ça peut. Mais c'est vraiment pas le plus fréquent. Et alors, la dernière chose qui est une question importante, et après c'est fini, c'est quels signes extra-rénaux on doit rechercher devant une atteinte glomérulaire. En fait,
quand on a un patient qui est hospitalisé pour une atteinte glomérulaire, je vous ai dit, on fait un bilan bio pour rechercher s'il a pas une hépatite B méconnue, une hépatite C méconnue, une gammapathie monoclonale. Mais on fait aussi un examen clinique poussé, parce que éventuellement le patient il vous a pas dit, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai une patiente hospitalisée pour un syndrome glomérulaire, alors de principe j'ai fait ma grande liste de check-up de est-ce que vous avez jamais les yeux secs, est-ce que vous avez jamais des sinusites un peu bizarres, est-ce que ça vous arrive d'avoir des crampes, des machins, pour essayer à chaque fois de trouver des signes de polynévrite, de sinusite qui pourraient, voilà. Et elle m'a dit, ah oui, donc je lui ai demandé, est-ce que ça vous arrive de tousser, de cracher du sang, parce qu'effectivement il y a des syndromes pneumorénaux, voilà. Elle m'a dit, ah oui, bah oui, depuis 2-3 ans, c'est vrai que je tousse pas mal, et effectivement, c'était une patiente qui avait un goût de pasture avec une hémorragie alvéolaire à minima depuis 2-3 ans, et c'est pour ça qu'elle toussait pas mal dès qu'on l'a traitée. Elle a arrêté au moins, enfin on n'a pas récupéré ses reins, mais elle a arrêté d'avoir ses signes pneumo. Donc c'est vraiment hyper important d'interroger de façon quasi policière, hein, quand je vous dis que la démarche diagnostique devant une glomérulopathie, c'est l'inspecteur gadget, c'est une démarche d'enquêteur. Il faut vraiment chercher tous les signes cliniques à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Donc je vous les ai mis un peu dans le désordre. Moi, si jamais vous passez en néphro et que vous avez besoin d'interroger vos malades, pour les reconnaître, pour m'en souvenir, je fais des pieds à la tête. Enfin, de la tête aux pieds plutôt. Donc voilà, le cerveau, les signes neurologiques, les yeux, les signes ophtalmos, les oreilles, les signes ORL, la peau, les signes cutanés, les poumons, les signes pneumologiques, la toux et l'hémoptysie, on passe dans le cou, les ganglions, etc., etc. Le ventre, les signes digestifs, vous savez qu'il peut y avoir voilà, parfois des... par exemple, il y a des amyloses secondaires à des maladies de Crohn ou des choses comme ça qui ne sont pas diagnostiquées, donc il faut savoir s'il y a des diarrhées, des douleurs abdos, enfin bon, voilà. Donc, tous les signes, en gros, je vous les fais rapidement, les signes généraux, donc fièvre, AEG, les signes neuro, cutanés, articulaires, les arthralgies, hein, pour le lupus, pour les autres maladies de système, les signes digestifs, pulmonaires, ORL, gynéco, donc par exemple les antécédents de fausse couche pour le SAPL, etc. Les prises médicamenteuses et toxiques, ça faut être vraiment hyper vigilant. Il y a des trucs absolument incroyables. Je crois qu'il y a un décapant de four qui donne des goûts de pasture authentiques. Voilà, bon. Donc il faut savoir si les gens récemment n'ont pas repeint leur maison, décapé un four. Voilà, il faut être vraiment très rigoureux. Et les antécédents familiaux, parce que voilà, si tout le monde a des hématuries macroscopiques, un syndrome d'Alport, bah, il y a une chance que le patient ait un syndrome d'Alport. Voilà. Vous avez des questions? De quoi? Ouais, j'ai mis normalement. Articulaire, oui.